Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va évoquer la deuxième soirée de la Ligue des Champions de la semaine, la dernière à mon grand dame, puisque je pensais sincèrement et naïvement que l'UEFA allait de nouveau renouveler le 6x3, donc 6 matchs par soirée, mardi, mercredi, jeudi, ce qui nous donne en tout 18 matchs. C'est ce que l'UEFA avait fait lors de la première journée, mais je me suis rendu compte à mon plus grand malheur que l'UEFA avait décidé d'opter pour un 9x2 cette fois, donc mardi, mercredi, 9 matchs par soirée, donc 2 soirées maintenant au lieu de 6 x 3 sur la première journée. Mais voilà, je suis un peu déçu évidemment, mais ça ne nous empêche pas de revenir sur les matchs qui ont eu lieu hier en Ligue des Champions. Comme d'habitude, on va évoquer les matchs de 18h45 avant de se projeter sur les matchs de la soirée. On va faire un zoom sur les clubs français, Lille et Monaco, avant de parler des mastodontes européens comme le Bayern, Liverpool, qui ont évidemment hier été riches en enseignements en termes de match. On va aussi parler de l'Atlético, bien sûr, puisqu'il faut revenir sur les Colchoneros et le revers subi par les hommes de Diego Simeone hier du côté du Portugal. On va commencer par évoquer les matchs de 18h45. Je vais d'abord balayer le match que je n'ai pas vu juste pour vous narrer les faits. Sturm Graz, Bruges, je pense que personne n'a vu ce match en Europe à part les supporters de Sturm Graz et de Bruges. Victoire de Bruges 1-0 sur la pelouse du club autrichien. Sturm Graz qui avait été, rappelez-vous, l'adversaire de Brest lors de la première journée et qui s'était déjà incliné face à Brest. Donc Sturm Graz fait partie des derniers du classement de ce nouveau format de la Ligue des Champions, alors que Bruges, qui s'était incliné lourdement lors de son premier match face au Borussia Dortmund, rattrape donc le coup en s'imposant en terre autrichienne. C'est la seule chose que je peux vous dire sur ce match-là, étant donné que je ne l'ai pas vu. Mais voilà, Bruges s'est imposé à l'extérieur du côté de Sturm Graz, deux équipes qui avaient perdu leur premier match. Bruges vient donc de se relancer. On évoque maintenant Girone-Feyenoord. Alors là aussi, j'avais ce match en fond sur la télé. Je ne l'ai pas analysé, mais j'ai pu voir un peu les buts. Et ça a été un match vraiment fort au rebondissement avec deux pénaltys arrêtés de part et d'autre. Et Girone qui peut encore se mordre les doigts de perdre ce match sur un contre son camp. À la fin, encore une fois, sur le centre qui vient du côté gauche de Feyenoord. C'est encore une mésentente entre Gazzaniga et son défenseur. Et ça entraîne un but contre son camp pour sceller la victoire de Feyenoord face à Girone. Pourtant, Girone a montré des choses intéressantes. Ils ont obtenu un penalty. Ils n'ont pas vraiment dominé dans ce match-là puisque Feyenoord reste tout de même au-dessus. Mais à domicile, Girone a ouvert le score pour ce qui était leur premier but dans la Ligue des Champions de leur histoire. Donc Girone a inquiété cette équipe de Feyenoord qui, rappelez-vous, là aussi s'était lourdement incliné lors de son premier match face au Bayer Leverkusen. Mais on a eu un beau match fort en rebondissement. Le contre son camp qui donne la victoire à Feyenoord et qui condamne une nouvelle fois de la même manière Girone. L'ouverture du score de Girone devant son public pour un moment historique avec évidemment le premier but du club catalan de son histoire en Ligue des Champions et une équipe de Feyenoord qui a réagi. Gazzaniga a encore fait une erreur puisqu'il a donné le penalty à Timber. Il a relancé dans l'axe. Timber est venu intercepter ce ballon et le défenseur de Girone était donc dans l'obligation de faire une faute. Mais ce penalty a été rattrapé et en tout cas arrêté par Gazzaniga. L'erreur de Gazzaniga a été rattrapé sur le penalty et une victoire 3-2 de Feyenoord en terre catalane dans un match très prolifique en but, match à rebondissement avec deux penaltys arrêtés de part et d'autre et une victoire au final de Feyenoord qui se rattrape après le lourd revers subi face au Bayer Leverkusen à domicile sur le premier match et Gérone malheureusement qui peut encore s'en mordre les doigts. Ils ont renouvelé la malédiction qui était présente depuis le premier match avec ce qui s'était passé face au Paris Saint-Germain, cette boulette dans les dernières minutes et encore une fois hier cette boulette pour permettre à Feyenoord de l'emporter et c'est ça aussi de manquer d'expérience en Ligue des Champions. On passe maintenant au match de 21h et là il y a énormément de choses à dire. On va commencer évidemment par le club français en parlant de ce Lille-Real Madrid. Lille recevait le club de la capitale espagnole, tenant du titre pour finalement s'imposer. C'est un succès historique pour les Lillois face au Real Madrid. Bruno Pep Genesio devient le premier entraîneur à s'imposer face à Mourinho, Ancelotti et Guardiola. On se rappelle des exploits de Genesio face à Guardiola lorsqu'il était à la tête de l'Olympique Lyonnais avec Maxwell Cornet qui était évidemment toujours très performant dans ces matchs-là et Lille s'impose donc 1-0 face au Real Madrid, un Real Madrid qui est, comme ils l'ont montré depuis le début de la saison, très décevant dans la production, dans le jeu, même si depuis le début de la saison, le Real parvient à obtenir des résultats en Liga. Ceux qui regardent les matchs savent que le match contre la Real Sociedad, il est gagné, mais
Le Real Madrid voit la Real Sociedad taper les poteaux au moins 3 fois sur ce match-là. Donc une équipe basque qui avait été malchanceuse. Sur le premier match face à Stuttgart, ils prennent une danse dans le jeu sur les 20-30 premières minutes. Ils ont de la chance que Stuttgart ne soit pas suffisamment expérimenté ou en tout cas qu'il manque sur cette première journée quelque peu d'adresse pour pouvoir vraiment battre cette équipe du Real Madrid ou en tout cas lui marquer un but. Donc on se souvient que cette équipe du Real, depuis le début de la saison, c'est compliqué dans la production. Pourtant, Mbappé était sur le banc. Beaucoup ont pu penser que ça allait fluidifier le jeu puisque le Real retrouvait un peu l'équipe qu'ils avaient l'an dernier, mais ça n'a rien changé. Que Mbappé soit sur le terrain ou non, le Real Madrid s'est tout de même incliné et a été bien pauvre offensivement face à une équipe de Lille que j'ai pu trouver frileuse dans sa composition de départ avec ce 5-4-1, mais au final, ça a plutôt bien joué. Ça a énormément tenu le ballon sur la première mi-temps avec ce jeune Boadi que j'ai trouvé hyper impressionnant de maturité au milieu de terrain qui n'a perdu qu'un seul ballon durant tout le match. Donc ce 5-4-1 qui était aussi modulable sur la deuxième mi-temps en 4-4-2 où Gudmundsson et Bakker se partageaient le côté gauche, Bakker un peu plus haut, Gudmundsson un peu plus bas pour passer à une défense centrale à deux, quelque chose qui ressemblait un peu plus à un 4-4-2 avec David et Cabella devant. Zegrova très intéressant sur son côté droit là aussi parce que Zegrova il te permet de gagner des mètres, il te permet d'avoir une caution créative devant. Jonathan David qui a été excellent là aussi. Donc on a vu vraiment une très belle équipe de Lille qui était sur une mauvaise dynamique sur les dernières semaines. On sentait que le barrage face au Slavia Prague avait laissé énormément de traces dans les organismes. On se rappelle que Lille était sur une très mauvaise dynamique avant finalement de l'emporter ce week-end face au Havre. C'est ce qui a permis à Jonathan David de mettre un triplé et de se remettre en selle et en confiance à la vue de ce match face au Real Madrid, en prévision de ce match face au Real Madrid. Et finalement, une victoire lilloise. Le Real a beau avoir poussé sur les dernières minutes pour essayer d'égaliser, c'est une victoire lilloise. Lille qui s'est relancé en championnat après un début de saison laborieux, qui s'était incliné sur son premier match face au Sporting. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé Lille d'abord frileux, mais c'est normal. Tu reçois le champion d'Europe, c'est normal d'adopter une stratégie résolument plus défensive, mais finalement, ça s'est pas du tout traduit puisque Lille n'a pas du tout mis le bus. Lille a été ambitieux dans le jeu. Thiago Santos a été excellent, notamment sur son côté droit, très offensif. Là aussi, j'ai adoré Gudmundsson aussi, très intéressant sur son côté gauche et dans ce rôle assez spécifique et hybride de d'abord central gauche dans une défense à 3, puis vraiment arrière gauche. Donc c'était super intéressant. Donc voilà, très belle victoire de Lille. Et côté Real Madrid, il va falloir corriger des choses dans le management d'Ancelotti, dans le timing des changements aussi. Peut-être que Mbappé et Güler sont rentrés trop tard dans ce match-là. Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'Ancelotti va devoir changer quelque chose dans le timing des changements, mais aussi dans sa compo de départ, puisqu'on voit que ça ne fonctionne pas vraiment offensivement. Et c'est pas dû Mbappé, c'est pas dû à Mbappé, c'est dû vraiment que pour le moment, tu ne parviens pas à trouver l'alchimie. J'ai trouvé étonnant que Rodrigo ne joue pas sur ce match-là. En tout cas, je pense pas qu'il y était, hein, je l'ai pas vu. Donc j'ai trouvé ça plutôt étonnant, mais finalement une victoire historique de Lille face à un bien triste Real Madrid qui est sur la continuité des mauvaises performances du début de la saison. Je rappelle que le Real n'avait plus perdu depuis janvier dernier. Le Real se sauvait beaucoup grâce évidemment à ce mythe du Real Madrid qui est que le Real persévère beaucoup et qu'il est beaucoup dans l'irrationnel, mais des fois le football te rattrape et hier le Real a été condamné et c'est totalement mérité comme victoire pour Lille. On n'est pas en train de parler d'une équipe qui a subi tout le match et qui sort qui sort une victoire de nulle part. On parle vraiment d'une équipe qui a maîtrisé son sujet et d'un Real qui a été bien pauvre. On parle maintenant de Monaco. Monaco qui était en déplacement en Croatie pour y défier le Dynamo Zagreb. Le Dynamo Zagreb qui avait essuyé une danse monumentale lors de son premier match face au Bayern Munich. Les Croates s'étaient inclinés 9-2 et hier, sous une pluie absolument incroyable du côté de Zagreb, forcément à l'avantage des Croates qui ont peut-être un peu plus l'habitude de ce climat que les Monégasques qui sont évidemment les joueurs de Monaco. Donc cette pluie-là, ils en ont peut-être pas l'habitude, mais en tout cas, le Dynamo Zagreb, devant son public, a réussi à se rattraper dans un premier temps en menant 2-0, mais c'était sans compter sur le talent monégasque avec le but de Salissou et puis derrière ce penalty de Zakaria dans les dernières minutes. Mais les joueurs offensifs du Dynamo Zagreb, les individualités jeunes du club croate ont fait beaucoup de mal à Monaco dans un premier temps avec Susic qui met un but absolument extraordinaire et Baturina qui met un très beau but aussi. Les néo-internationaux croates qui ont été très bons face à Monaco et Adi Hutter qui a dû évidemment procéder à des changements pour essayer de revenir et
de décrocher le match nul au moment de l'emporter. Finalement, match nul pour Monaco qui s'est montré persévérant. Peut-être la chance d'une équipe qui va, pourquoi pas, essayer de jouer les troubles faits dans cette compétition. Mais Monaco a longtemps été mené. On a longtemps pensé que sous cette pluie, dans ce climat défavorable, en déplacement en Croatie. On sait que pour les clubs français, c'est jamais facile. On a longtemps pensé que Monaco allait s'incliner. Finalement, les Monégasques ne se sont toujours pas inclinés cette saison. Ça, évidemment, c'est super intéressant et ça montre que Monaco, même si hier dans le jeu ils ont été malmenés, ils n'ont pas pu mettre en place les idées de jeu de Adi Hutter, dû au climat, dû au déplacement assez périlleux du côté de Zagreb, dû à la fatigue aussi qui s'est accumulée sur les dernières semaines. Finalement, on voit que cette équipe de Monaco a réussi à persévérer pour finalement décrocher l'égalisation et c'est le signe d'une équipe qui va bien, qui est en confiance et même si Monaco peut nourrir des regrets parce que le Dynamo Zagreb est plus faible et il n'était pas en confiance à cause de sa défaite face au Bayern Munich, sa lourde défaite face au Bayern Munich, on peut nourrir des regrets mais au final Monaco peut s'estimer avoir rempli son devoir étant donné qu'ils étaient menés 2-0 pendant très longtemps. On parle maintenant des mastodontes européens, le Bayern, Liverpool, l'Atlético Madrid. On va commencer par le Bayern Munich qui s'est incliné 1-0 à Birmingham du côté d'Aston Villa et finalement oui c'est une surprise que le Bayern s'incline, c'est la première défaite des hommes de Vincent Kompany cette saison. Musiala a été mis sur le banc peut-être pour le reposer un peu avec l'enchaînement des matchs, mais on a senti que ça manquait d'un Musiala sur la première mi-temps notamment. Et puis, je le dis souvent, en tout cas j'essaye de le dire souvent, mais quand tu joues une équipe de première ligue, peu importe son classement, même si tu t'appelles le Bayern Munich, c'est toujours compliqué d'aller jouer en première ligue parce que les équipes de première ligue mettent de l'intensité. Les équipes de première ligue ont pour coutume de mettre énormément de rythme et d'intensité. Et des fois, même les plus gros mastodontes européens, qui sont des mastodontes italiens, allemands ou espagnols, ont du mal à se déplacer du côté de l'Angleterre, puisque même les équipes qui sont mal classées en Angleterre ont pour coutume de mettre ce rythme et cette intensité inhérente à la première ligue, puisque sinon, si tu mets pas de rythme et d'intensité, tu ne survis pas en première ligue. Et hier, le Bayern s'y est frotté. Le Bayern a beau être un mastodonte européen, quand tu joues Aston Villa, qui n'est que quatrième ou cinquième de première ligue, tu prends quand même une tempête dans l'intensité et dans le rythme, puisque les équipes de première ligue ont l'habitude et ont pour coutume de jouer ainsi. Le but de Duran est magnifique, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de failles défensives du Bayern Munich sur ce but-là. La passe, elle vient vraiment casser toutes les lignes d'un coup. Neuer est trop avancé, donc en fait, en une passe et en un lob, il y a but. Et on se rend compte donc là des failles du Bayern Munich sur ce but, et puis d'ailleurs une inefficacité avec Serge Gnabry qui s'est présenté devant Emiliano Martinez, qui n'a pas réussi à remporter son duel. Emiliano Martinez, toujours évidemment très rassurant, c'est un très bon gardien, et forcément hier, il a vraiment porté défaut à cette attaque du Bayern Munich, et je serais bien curieux de savoir depuis combien de temps le Bayern Munich n'avait pas marqué sur un match. Ça, je pense que ça doit remonter à il y a très longtemps, un Bayern qui ne met pas du tout de but sur un seul match, mais en tout cas, très belle opération d'Aston Villa qui fait partie de l'une des 7 équipes à avoir remporté ces deux matchs avec 2 clean sheets qui plus est, donc attention à cette équipe d'Aston Villa. Côté Bayern, c'est un revers qui fait mal, mais on sait que le déplacement du côté de l'Angleterre, c'est toujours laborieux, encore plus pour y jouer Villa, Arsenal, c'est toujours des déplacements qui sont périlleux, donc je pense que le Bayern ne va pas voir ça comme un revers historique ou un revers vraiment important. Oui, évidemment, c'est une défaite qui fait mal, mais je pense que le Bayern pourra parfaitement se relancer, puisqu'hier, le Bayern avait largement les clés pour l'emporter. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe d'Aston Villa qui était au-dessus hier. Benfica, Atlético Madrid, encore une équipe au-dessus de l'autre. Benfica qui a littéralement écrasé l'Atlético, un Atlético Madrid en proie à des errements défensifs absolument incroyables. 2 pénaltys concédés, des grosses failles. On l'a vu sur le premier but de Benfica où le décalage est trouvé beaucoup trop facilement, sur les coups de pied arrêtés aussi, puisqu'il y a aussi eu un but sur coup de pied arrêté, étant donné que Gallagher a lâché son marquage. Donc on voit un but sur corner sur un joueur qui lâche son marquage, 2 pénaltys concédés, un décalage pas suffisamment couvert. Donc on voit que l'Atlético était clairement aux abois, la défense notamment de l'Atlético était aux abois face à une équipe de Benfica qui était à domicile, en confiance évidemment. Je ne pensais pas que la victoire de Benfica constituerait une surprise, puisque Benfica qui gagne à domicile face à l'Atlético, c'est pas incroyable non plus, mais Benfica qui en met 4 à l'Atlético Madrid, ça par contre, c'est une surprise. Et attention à cette défense de l'Atlético qui est vraiment super fragile, et hier qui était clairement larguée face à une équipe de Benfica qui a parfaitement su jouer les coups. On parle maintenant de Leipzig-Juve, c'était peut-être le plus beau match
de cette soirée européenne avec cette victoire de la Juve. D'abord, la Juve a été menée 1-0 par les Allemands avec ce superbe but de Sesko, parfaitement trouvé dans la profondeur par Openda, une équipe de Leipzig, comme toute équipe allemande qui se respecte, très offensive, qui en a encore collé 4 ce week-end, qui a mené 1-0, qu'on a mis 2 à la Juve. Hein. Leipzig a mis 2 buts à la Juventus Turin, une équipe de la Juventus Turin qui n'a pas pris un seul but en Serie A cette saison, donc ça montre que le potentiel offensif de Leipzig est excellent. On a peut-être eu le potentiel défensif pardon, de la Juve est excellent. On a vu le doublé de Vlahovic et c'est peut-être l'avènement de l'attaquant serbe sur les pelouses européennes. On sait qu'il était bon en Serie A jusque-là sans vraiment exploser en Ligue des Champions. Peut-être qu'hier c'est enfin son match de référence parce qu'il met 2 magnifiques buts. Le premier où il coupe au premier poteau sur le centre de Cambiasso, c'est un vrai but de numéro 9 et le deuxième, que dire du deuxième, une frappe du pied gauche en pleine lucarne. Leipzig peut nourrir des regrets parce qu'il y a une tête de Villiers-Orban dans les dernières minutes où s'il a ce match un peu mieux, Leipzig peut revenir à 3 partout. Superbe entrée du jeune Conceição qui est rentré à cause d'un effet domino puisque le gardien de la Juve s'est fait expulser à cause d'une main à la sortie de la surface et Conceição est rentré pour pallier à ça et Conceição y est allé de son but, très beau but d'ailleurs où il se joue un peu trop facilement d'ailleurs de la défense de Leipzig puisque David Raum est absolument calamiteux devant Conceição sur cette action-là. Donc voilà, victoire de la Juventus Turin, une victoire peut-être fondatrice pour une Juve qui est excellente depuis le début de la saison. Pas de défaite en Serie A, que des clean sheets dans le championnat italien. 2 victoires avec 2 cartons offensifs, 3-1 contre le PSV, 3-2 contre Leipzig. Donc c'est évidemment très prometteur pour la suite de la compétition. Et on conclut avec Liverpool qui s'est imposé 2-0 face à Bologne. Là aussi, je n'ai pas vu le match, mais je suppose que Liverpool a été au-dessus de son adversaire. Victoire 2-0 pour Liverpool. Je vous le notifie tout simplement comme ça, parce que je n'ai pas plus d'informations sur ce match-là. Bologne avait fait match nul sur son premier match, donc Bologne n'a qu'un point dans ce classement du nouveau format de la Ligue des Champions, tandis que Liverpool fait partie des 7 équipes à avoir gagné ces 2 premiers matchs. Il s'était déjà imposé 3-1 du côté de San Siro face à l'AC Milan en première journée. Et donc là, 2-0, c'est évidemment super intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.